Bonjour mesdames et messieurs, Code 243, nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui plus précisément dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui dans Interview CD143 avec un invité de marque, un ténor de ce pouvoir, du fait qu'il joue un rôle très important dans le miroir de la République démocratique du Congo que Kinshasa. Il est de l'UDPS, bien entendu, il vient de là, mais élu de tout le peuple congolais, en particulier les Kinois. Nous parlons de honorable vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable Francis Chibalabala, à qui nous disons bonjour honorable. Bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes très contents que vous nous accordez de votre temps. Vous avez beaucoup d'occupations, mais l'actualité est tellement dense que nous avions voulu prendre un peu langue avec vous sur certaines questions de l'actualité. C'est pour moi un plaisir de m'entretenir avec des journalistes. Et chaque fois que je reçois une invitation, je n'hésite pas à faire acte de présence. Et voilà ce qui justifie d'ailleurs ma présence en ces lieux pour cette émission, bien entendu. Merci beaucoup. Et bien entendu, le jeudi passé, c'était la rentrée parlementaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous vous souhaitons bonne session. Et nous commençons d'abord par votre couleur politique. C'est que longtemps dans l'opposition, ce parti, plus de 38 ans dans l'opposition, tenez bon, UDPS vaincra. Il est arrivé un jour, ça a marché, l'UDPS a vaincu, l'UDPS est au pouvoir. Mais il reste maintenant à remplir ses objectifs. 2 ans et demi après, quelle lecture faites-vous de votre pouvoir, de votre gestion ? Personnellement, j'ai un sentiment de satisfaction. Satisfaction pourquoi ? Parce que beaucoup ne nous avaient pas accordé les bénéfices du doute. Ils croyaient que l'UDPS est résumé aux gens qui s'adonnaient parfois aux actes de vandalisme. Vous savez, dans tout mouvement politique, il y a des faucons, il y a aussi des colombes. Et au-delà de ça, il y a des personnes très intelligentes, des personnes très compétentes qui sont dans l'UDPS. Et aujourd'hui que nous sommes au pouvoir, ces personnes n'ont pas galvaudé comme certains les souhaitaient. Okay. Et chacun, là où il est, ils sont en train de faire, où il est en train de faire la fierté du parti. Et vous conviendrez avec moi que les mandataires de l'UDPS ne sont pas en train de se compromettre par rapport à la gestion de la chose publique. Ils sont restés justement dans les principes de pères fondateurs de l'UDPS qui ont toujours prôné la bonne gouvernance, etc., qui ont toujours combattu les antivaleurs. Vous comprenez, au-delà de ça, les rendements ne sont pas à démontrer parce que les résultats sont là et nos ministres sont parmi ceux qui se sont toujours distingués dans la gestion. Donc bref, nous sommes à la hauteur de responsabilités qui sont le nôtre et nous sommes en train progressivement d'apporter justement notre touche par rapport à la situation de notre pays. Tous nous savons que notre pays était dans un fossé incalculable. Et là, nous sommes en train de voir déjà les bouts du tunnel par rapport à certaines situations que nous avons connues lors du régime passé. Donc voilà, l'UDPS est vraiment en train de matérialiser son vœu, qui est celui de travailler pour sortir justement notre peuple de cette misère incalculable. Cette lecture d'une perspective remplie de bonnes promesses et des bonnes choses, c'est pas facile pour que tout le monde le voie. Et là, je parle directement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui normalement est remplie quand même de plus de 12 députés venant de l'UDPS et alliés. Mais les Kinois se disent qu'ils ne voient pas l'idéologie, le peuple d'abord. Je crois que la touche de l'UDPS n'est pas à démontrer dans cette Assemblée. Et si vous visionnez les anciennes images de nos plénières, vous verrez que s'il y a des députés qui se sont toujours positionnés contre le gouvernement provincial,
En tout cas, pour la plupart, ce sont des députés de l'UDPS. En principe, nous ne devrions pas être dans l'opposition, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes dans l'opposition sur le plan de la conception de la gestion de la chose ou de la vie de Kinshasa, mais par le principe, nous sommes de l'obédience, c'est-à-dire nous devons être avec le gouverneur, mais vous verrez à tout moment, il y a des députés qui montent au créneau, qui dénoncent, qui critiquent la gestion, etc. C'est avec l'évolution de l'histoire, parce qui prennent parti, parce que là, parce qu'actuellement, nous avons des ministres au sein du gouvernement provincial. Donc logiquement, nous ne pouvons pas être dans l'opposition, parce que nous avons des ministres. Mais notre opposition, c'est plus l'âme UDPS que nous avons, et étant donné que nous sommes au service de notre population, c'est difficile pour nous d'endosser justement quelque chose qui ne rentre pas dans l'intérêt de notre population. Voilà pourquoi vous voyez de temps en temps nos députés qui sont censés, par principe, défendre le gouvernement provincial, mais ils se positionnent contre le gouvernement par rapport à une certaine manière de faire, une certaine manière de gérer la vie de Kinshasa. Vous les comprenez. Bon, c'est leurs droits aussi les plus subjectifs, parce qu'on ne peut pas interdire à un élu d'émettre un point de vue contraire, mais notre touche vraiment est là. Et tout le monde constate que l'UDPS est dans cet hémicycle. Et l'UDPS rappelle aux dirigeants de la ville, aux gouverneurs ainsi qu'aux ministres, qu'ils doivent d'abord mettre en première position l'intérêt supérieur des Quinoises et Quinois. Dans cette lancée, si un Quinois vous demandez, il voit toujours les routes qui ne finissent pas, il voit toujours le grand marché qui est fermé sans être réouvert, avec aucun espoir que ça s'ouvre un jour. Il voit toujours des nourritures exposées partout à la poussière, donc la santé menacée. Qu'est-ce que vous direz? Quelle est la touche du peuple? Moi, je dirais aux Quinois que nous avons dénoncé, nous, UDPS, l'état dans lequel était notre ville. Je parle plus de la salubrité. Aujourd'hui, tous nous constatons que la ville est quand même en train d'être nettoyée. C'est-à-dire, sur le plan de l'assainissement, il y a une avancée vraiment notable. Et sur le plan des infrastructures aussi, il y a des routes qui sont en construction. Donc, au-delà de ça, c'est vrai que notre ville, nous l'avons trouvée dans un état comateux, si vous me permettez l'expression. Pourquoi? Parce que tout était au rouge. Rien ne pouvait donner l'envie de vivre dans cette ville. Et lorsque nous sommes venus, je parle de notre assemblée provinciale, notre législature, nous avons eu quand même à faire pression à l'exécutif. Et chaque fois même quand nous organisons nos plénières ici, il y a toujours des députés qui dénoncent, qui critiquent, qui interpellent, qui font des propositions pour qu'il y ait une certaine amélioration par rapport au quotidien des Quinois. Donc là, notre touche est là. C'est vrai que nous n'avons pas un pouvoir messianique pour changer radicalement la situation de la vie de Kinshasa, mais c'est par le travail que nous allons y arriver, et nous sommes en train de travailler. C'est vrai que c'est un travail, ça sera un travail de longue haleine, mais le plus important, c'est de commencer quelque part. Nous sommes en train de travailler, et je crois qu'à la fin de notre mandat, nous aurons quand même un bilan à présenter. Même présentement, si on nous demandait de faire le parallèle par rapport à la vie de Kinshasa d'aujourd'hui et celle d'avant notre venue, je crois qu'on n'a pas besoin de mettre des lunettes pour voir qu'à l'époque, rien ne marchait. Et actuellement, il y a quand même des avancées. Je comprends parfois les Quinois parce que les réalisations du gouverneur actuel n'ont pas encore atteint le seuil de l'acceptable. De même que du pouvoir central. Parce que la population quinoise a formulé beaucoup d'attentes par rapport à ces gouvernements provinciaux. Mais je crois qu'il y a lieu aussi d'applaudir dans une certaine mesure et d'encourager aussi certaines initiatives qui sont prises et même certaines réalisations. Et nous sommes l'Assemblée, nous sommes l'organe des contrôles, nous sommes en train de jouer notre rôle pour pousser justement cet exécutif à continuer à travailler pour l'intérêt des Quinoises et Quinois. Toujours dans votre couleur politique de l'UDPS, le même jeudi 30 septembre 2021,
au-delà de la rentrée parlementaire, il s'est tenu une réunion avec un caucus des députés, certainement UDPS. D'après les informations que nous avons, il s'agissait aussi de désigner un candidat pour la succession du vice-gouverneur. Et d'abord, si déjà l'information est vraie, c'est ce que nous avions entendu. La question est juste du côté de l'harmonie que vous avez ici avec votre parti. Est-ce que cette candidature va suivre le cours normal des choses, tel que nous voyons d'autres candidatures passer par la CEP au niveau de parti, ou bien c'est déjà tranché? Et deuxième volet, et là, si vous pouvez rassembler tout, deuxième volet, c'est que le candidat sera le candidat de l'Union sacrée ou le candidat seulement de l'UDPS? Voilà, l'UDPS est dans l'Union sacrée, c'est ça le principe. C'est-à-dire les candidats qui sortira, s'il sera de l'UDPS, et sa candidature sera endossée par toute l'Union sacrée. Effectivement, nous avions tenu une réunion, c'était la réunion du groupe parlementaire. Point de besoin pour moi de rappeler ce qui s'est passé avant, parce que l'actualité, tout le monde suit l'actualité. Il y a eu un fossé entre certains collègues de notre groupe parlementaire. Il était opportun que nous puissions tenir cette réunion pour rabibocher les différents protagonistes, parce que nous sommes un groupe parlementaire, on ne peut pas évoluer comme ça dans la division, dans des conflits. Voilà pourquoi nous avions décidé de fumer les calumets de la paix pour que nous puissions repartir sur de bonnes bases. C'est ce qui a été fait, et en passant, parce qu'il y a eu plusieurs sujets qui étaient retenus, plusieurs points, excusez-moi, qui étaient retenus à l'ordre du jour, parmi lesquels il y avait aussi la candidature de notre collègue Gekoko Mulumba qui souhaite postuler au vice-gouvernorat, et nous avons parlé de ça. Et je crois que le plus important ici, c'est de nous conformer à la décision qui viendra du parti, parce que nous sommes de l'UDPS. Il est notre collègue, il va postuler au niveau du parti comme tout le monde, et si sa candidature est retenue, je crois que tous les collègues voteront pour lui, que ce soit de l'UDPS, que ce soit de l'Union sacrée. Nous allons voter pour lui parce que ça sera un candidat au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme considération. Il y a deux points qui peuvent mettre quand même tous les collègues d'accord. C'est que c'est un candidat qui a suffisamment les épaules larges pour assumer cette fonction-là. Mais il n'est pas le seul. Au sein du parti aussi, il y en a qui peuvent assumer ces fonctions, mais nous allons nous en tenir à celui qui sera désigné officiellement par l'UDPS au travers justement la décision qui viendra de la hiérarchie du parti. Bien entendu, vous êtes un acteur dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais aussi un acteur politique majeur de ce pays. Nous allons parler des sujets d'actualité, mais nous allons d'abord clore cette partie seulement de Kinshasa et UDPS ensemble. En faisant cette observation, il s'est observé pendant un temps un peu partout des soubresauts qui aboutissaient très souvent dans la chute soit de l'exécutif provincial ou soit des bureaux des assemblées provinciales. Mais à Kinshasa, on a vu il y a une accalmie depuis au moins plus de 2 ans et demi. Est-ce qu'il y a, c'est que peut-être d'autres disent que vous roulez selon la vitesse du gouverneur ou que on ne sait pas? Dites-nous le secret de cette accalmie. Non, mais écoutez, vous savez, nous sommes pour la stabilité des institutions. Nous sommes un pays qui a connu beaucoup de problèmes. Et au moment où nous avons besoin de conjuguer justement les énergies pour nous propulser vers l'avant, pour relever justement notre pays. Et ce n'est pas dans des conflits, dans l'instabilité des institutions qu'on va y arriver. Voilà pourquoi au niveau de Kinshasa, il n'y a jamais eu de accrochage entre les deux institutions de la ville de Kinshasa. Mais cela ne veut pas dire que tout ce que l'exécutif est en train de faire, et c'est comme une lettre à la poste au sein de notre assemblée. Non, il y a des remises en question idéologiques aussi.
il y a parfois des contradictions entre l'exécutif et notre institution par les biais de certains collègues députés. Donc il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Il y en a aussi que nous acquiesçons par rapport à certaines réalités. Et vous le réglez sans que les Quinois se rendent compte? Non, les Quinois sont informés. Il y a eu ici des questions écrites avec débat qui ont été adressées à certains ministres et ils ont répondu, ils nous ont apporté leurs éléments de réponse. Il y a eu des commissions d'enquête parlementaire qui ont été instituées par les présidents. Des conclusions, nous les avons. Et notre Assemblée a fait des recommandations à l'exécutif. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles nous mettons toute notre intelligence pour essayer de les bonifier au profit justement de Quinois. Donc ce n'est pas que... Il y a beaucoup de gens qui les disent, que l'Assemblée provinciale est dans la poche du gouverneur. Je crois que ce n'est pas le cas. S'il y a certains collègues qui sont dans la poche du gouvernement, je ne pense pas que c'est toute l'Assemblée. Et je ne pense pas qu'il y a des collègues aussi qui sont à la solde du gouverneur. Nous sommes deux institutions différentes. Nous sommes appelés à travailler dans la concorde, dans l'harmonie, sans préjudice justement de nos rôles ou de notre rôle en tant qu'Assemblée, organe délibérant. Ok. Mesdames et messieurs, nous émettons depuis Kinshasa, c'est Code 243, interview C243. Nous avons reçu pour vous l'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Aimé Laïké Partagé. Nous poursuivons et nous sommes dans le chapitre de la vie politique de tout le jour. Nous commençons par le dossier CENI. D'ailleurs, il y a déjà, on peut dire quoi, évolution de l'actualité, évolution qui démontre qu'il n'y a pas d'évolution, si j'ose le dire. C'est-à-dire, hier, les confessions religieuses se sont encore devaient se réunir pour, disons, saisir cet ultimatum du président Bosso. Malheureusement, ça couche encore d'une souris. Cette situation, le président de la République se dit que non, je ne peux pas me mettre là pour me mouiller. Je ne peux pas me mouiller dans cette histoire assez délicate et tout ça. Cet abandon du chef de l'État, comment vous le jugez? Non, le chef de l'État n'est pas... C'est-à-dire, pour le chef de l'État, ce n'est pas une patate chaude. Ce n'est pas qu'il veut se débarrasser ou il regarde de loin la situation qui se passe actuellement au sein des confessions religieuses. En tant que père de la nation, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de notre pays, il a un regard sur ce qui se passe. Avoir un regard ne voudrait pas dire que le président doit interférer à ce qui est considéré comme une cuisine interne aux confessions religieuses. Tous nous avons donné justement ces pouvoirs aux confessions religieuses, de désigner justement les présidents de la CENI, et les confessions religieuses se sont réunies plus d'une fois et il y a M. Kadima qui a été désigné par 6 confessions religieuses contre deux, vous comprenez? Et je crois qu'on doit changer soit les mots de désignation du président de la CENI pour nous éviter ces blocages. Nous l'avions connu lorsqu'on avait désigné Rossar Malonda, et après il y avait des confessions qui n'étaient pas d'accord, ça créait un tollé au sein de l'opinion nationale, etc. Il y a eu même des manifestations. Ils ont refait ou recommencé la procédure. Nous sommes retombés dans le même travers. On se retrouve dans la même situation. Donc, il n'y a pas d'issue pratiquement. Nous sommes dans l'impasse, il n'y a pas d'issue. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire concrètement. Je crois que au-delà du fait qu'il faut recueillir les consensus, mais il faut tenir compte aussi de la majorité. Permettez-moi, honorable, que je vous ajoute quelque chose pour que vous poursuiviez dans la même idée. Quand vous parlez justement de consensus, l'évêque de Dokamba signale que dans leur article 17, ça leur donne la possibilité dans le mode de désignation, soit de passer par consensus, et quand ça ne marche pas, vous passez par vote. Mais le fait que, depuis tout ce temps, que toute la classe politique de la République démocratique du Congo insiste que sur le consensus, comprenez-vous cette insistance? Bon, vous savez, les élections se préparent, c'est maintenant qu'on prépare les élections.
Ça veut dire on ne doit pas faire les lits de la contestation à partir déjà de la désignation de celui qui sera président de la CENI. Nous voulons les élections apaisées, des élections qui vont mettre tout le monde d'accord. Et je crois que par rapport au choix, il faudra vraiment que nous ayons un candidat qui fasse l'unanimité. Voilà pourquoi nous proposons qu'il y ait les consensus autour justement de la personne qui sera désignée comme président de la CENI. C'est pour nous éviter des contestations déjà au départ. Parce que, comme vous le savez, les confessions religieuses qui sont contre la désignation de M. Kadima ne sont pas le moindre. Ce sont quand même des confessions religieuses qui représentent quelque chose. Et si ils doivent jouer leur rôle de pasteur, je leur conseillerais de mettre un peu d'eau dans le vin, soit d'entériner carrément celui qui est là, parce que s'ils ne le font pas, ça sera un jeu de ping-pong. Si on rejette M. Kadima, et les autres confessions religieuses seront mécontentes, qui sont majoritaires, seront mécontentes par rapport à la décision, et elles pourront aussi à leur tour bloquer les candidats qui aura peut-être la bénédiction de catholiques et des protestants. Donc, et ces retards-là risquent d'avoir des incidents sur la date constitutionnelle pour la tenue des élections. Déjà, au stade où nous sommes, on n'a pas un président de la CENI, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous allons connaître beaucoup de retards par rapport à l'organisation de la CENI, parce que l'organisation de la CENI et des élections, excusez-moi, commence par la désignation du président, par la désignation des autres membres qui vont composer justement la direction. Et il y a des lois, par exemple, la loi électorale qui doit entrer en jeu. Il y a tout ce qui entre en jeu par rapport à l'organisation des élections. Donc si déjà on commence à accuser des retards par rapport à la désignation, ça risque d'avoir des répercussions aussi sur les calendriers, déjà qui est naturellement constitutionnel, parce qu'il y a un délai constitutionnel pour organiser les élections. État des sièges. Le chef de l'État dit que ça y reste jusqu'à ce que les raisons, les circonstances qui l'ont motivé disparaîtront. Est-ce que c'est un discours rassurant pour ce qui se passe à l'Est, puisque les gens se plaignent sur les libertés qui sont coincées et étouffées avec Non, vous savez, les présidents de la République, c'est les seuls d'entre nous ou parmi nous qui peut juger de l'opportunité d'une décision qu'il avait prise en son temps. L'état des sièges, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il n'a pas produit des résultats escomptés. C'est vrai qu'on n'a pas pu endiguer ou éradiquer définitivement les différentes poches de résistance ou les différents groupes armés qui sèment la désolation à l'Est. Mais il y a quand même une certaine avancée sur le plan de la récupération, par exemple, des villages qui étaient sous contrôle justement de ces groupes armés. Et nous constatons aussi qu'il y a des redditions, nous constatons qu'il y a des arrestations, etc. Nous constatons qu'il y a une diminution ou une réduction substantielle ou de manière sensible des tueries qu'il y avait à l'époque. Donc il y a quand même des résultats qu'on peut applaudir, parce qu'en tant que Congolais, tous nous sommes en train de jouer notre partition pour que la guerre s'arrête définitivement. Donc, la et du moment qu'il y a une décision qui va dans les sens, je parle de l'état des sièges, qui va dans les sens de mettre aussi ou de ramener la paix dans cette partie de la République, je crois qu'il y a lieu, comme disent les mélomanes du sport, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est-à-dire une stratégie payante, on ne peut pas la changer en pleine exécution, parce qu'on risque de retomber dans les travers du passé et avec des conséquences plus fâcheuses que les précédentes, et ça ne sera pas bien pour notre peuple. Donc je soutiens le président dans cette démarche, et tous les Congolais, des vrais Congolais, ceux qui ont la colonne vertébrale, la République démocratique du Congo,
tous sont unanimes que l'état des sièges a apporté quelque chose de particulier. Et je crois que si on continue comme ça, on risque, et le président va ramener définitivement la paix dans cette partie de la République. Quoique le terme que vous aviez utilisé, nous allons grignoter, le temps file un peu vite, nous tendons vers la fin. Nous allons grignoter quelques questions rapidement. J'ai tiré le vrai Congolais, mais je sais que la question ne concerne pas de vrais Congolais ou des faux Congolais. Mais il y a quand même une question de l'actualité, la loi Tchani, qui dérange un groupe de gens. Une loi qui veut que le président de la République et certains postes de souveraineté soient dirigés par des personnes, des pères et de mères congolais. Quelle est votre lecture, puisque le président de la République, lui, il part sur un constat pour ne pas se prononcer après? Bon, vous savez, moi personnellement, je me dis toujours, ne peut se soucier de sa famille que quelqu'un qui est issu de cette famille-là. Vous savez, nous sommes Congolais, que ce soit ceux qui les sont de père ou de mère, et ceux qui les sont de père et de mère, nous sommes Congolais. Mais nous n'avons peut-être pas le même attachement à notre pays. Et cela se justifie aussi par rapport au degré justement de notre congolité. Ça se justifie aussi. Je prends un exemple simple. Nous avons par les élections, on arrive à avoir un président de la République qui a 2 nationalités. Bon, même pas 2 nationalités, mais qui est de père congolais par exemple, et de mère, il a une autre nationalité. Et que ces 2 pays arrivaient à s'affronter par rapport aux intérêts qui sont... par rapport aux intérêts, par exemple. Un peu le cas de l'Éthiopie et l'Égypte. Il aura une difficulté de se prononcer officiellement ou de se prononcer solennellement ou de prendre position par rapport à l'État où il est président, parce que de l'autre côté aussi, il a ses frères qui ont cette nationalité-là. C'est voilà pourquoi il est toujours préférable. Soit vous êtes de père et de mère, soit vous n'avez que la RDC comme votre patrie. C'est plus important parce que vous allez vous sacrifier pour cette nation, vous allez vous sacrifier pour la RDC parce que vous n'aurez que ça comme patrie. Cette ligne de pensée, je crois que c'est... Cette ligne de pensée justement dérange l'Union sacrée. On a connu une situation comme ça au Liban. Je crois au Liban, il y a un premier ministre qui avait aussi la nationalité afghane, si ma mémoire ne me trahit. Mais c'est à partir de l'Afghanistan qu'on lui avait demandé de démissionner comme Premier ministre au Liban. C'est-à-dire que cette situation-là met quand même notre pays en mal. Et met aussi l'Union sacrée en mal la question. Surtout que notre pays, c'est un État post-conflit. On a connu plusieurs groupes armés. Il y a eu, nous étions au bord de l'explosion, vous comprenez, de la scission même de notre pays. Et je crois qu'il est souhaitable qu'on ait un Congolais de père et de mère. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'attachement que la personne donne, ou la personne éprouve par rapport à son pays. Il y a des gens qui sont Congolais des pères et des mères, mais parfois aussi qui posent des actes contre leur propre pays. Ces gens comme ça existent aussi. Donc au-delà de cet aspect, je crois qu'il y a aussi plus le civisme qui doit être enseigné dès le bas âge. C'est-à-dire on doit inculquer nos enfants, même si ils ne sont pas Congolais des pères et de mères, nous devons leur montrer qu'ils n'ont que ça comme pays, ils n'ont que la RDC comme patrie, et tout ce qu'ils doivent faire, ça doit être pour l'intérêt d'abord de la RDC. Donc voilà un peu ma petite contribution. Je sais qu'il y a plusieurs sensibilités. Justement, par rapport à la question. Nous n'avons pas aussi le temps. Mais si, vous savez, il y a aussi, il faut tenir compte aussi de l'opportunité, tenir compte aussi de l'intérêt justement de cette loi. Est-ce que la voter en ce moment, ça va consolider notre unité? Est-ce que ça va la fragiliser? Vous comprenez, il faut tenir compte d'abord de tout ce qui va dans le sens de
consolider, de mettre les Congolais ensemble. Et ça doit primer sur toute autre considération, notamment cette fixation que l'on fait sur la congolité, hein, c'est-à-dire qu'être congolais des pères et des mères, etc. Voilà. Et tout ce que nous devons faire, ça doit d'abord concourir à consolider l'unité, à renforcer justement les liens entre les filles et fils de notre pays, à faire en sorte que, comme vous le savez, notre pays est vraiment menacé. Il y a des gens qui ne rêvent que la balkanisation du pays. Et face à ces gens-là, ils doivent avoir en face. Donc ces gens-là doivent avoir en face l'unité du Congo, l'unité des Congolais. Et cette unité-là ne peut pas être ébranlée par une loi qui en ce moment précis, est peut-être inopportune. Ok, la dernière question avant de vous laisser lancer un message, ça serait aussi toujours question d'actualité. Ce mercredi, on attend les réponses du ministre de Petentique, monsieur Augustin Kibasa. Si il vous arrivait à vous de traiter cette question de rame, puisque vous êtes aussi élu et que vous écoutez les plaintes des Kinois en particulier, comment traiterez-vous cette question de rame? Bon, je ne pense pas que ce soit une taxe, ça doit être des prélèvements que l'on fait pour un besoin précis, vous comprenez? Moi personnellement je me dis, ce n'est pas mauvais de prélever justement les unités comme ils le font pour résoudre justement des problèmes d'intérêt général. Mais le ministère ou le gouvernement a péché parce qu'il fallait commencer d'abord par sensibiliser la population. La population, pour qu'elle adhère à une initiative, elle doit se l'approprier. Et pour se l'approprier, elle doit être informée, elle doit être suffisamment renseignée sur cette imposition ou ces prélèvements. Malheureusement, les gens, nous étions surpris qu'il y avait des prélèvements qui sont faits sur les crédits que nous rechargeons dans nos téléphones. Et ça a quand même soulevé un tollé. Il y a des gens qui ont réagi durement contre le gouvernement, contre le ministre, etc. Mais je demanderai aux Congolais de considérer d'abord l'intérêt général. Et si ces prélèvements, comme le ministre l'avait dit, ça accompagne la gratuité de l'enseignement, alors que tous nous savons l'intérêt justement de cette gratuité par rapport à notre population, par rapport à nos enfants. Grâce à la gratuité, on a près de 3 millions d'enfants qui sont allés à l'école. Et si il faut accompagner la gratuité dans le sens qu'elle se bonifie, je ne vois pas pourquoi nous devons être contre justement ces prélèvements. Donc il fallait préalablement qu'il y ait une vulgarisation pour permettre justement aux Congolais de se l'approprier. Et ça aurait évité au ministre justement cette vague de réprobation nationale par rapport à ce que l'opinion a constaté en termes de prélèvements sans son aval, bien entendu. Honorable, nous sommes à la fin. Au regard de l'actualité, de l'évolution des choses dans la République, quel message aurez-vous à lancer en regardant cette caméra-là? Si vous avez un message à lancer, quel message à lancer aux Kinois en particulier et aux Congolais en général? Je dirais aux Kinois de faire confiance aux députés provinciaux que nous sommes. Ils nous ont élus tout en nous impartissant un travail, et ce travail est en train d'être fait, contrairement aux mauvaises langues qui sont là juste pour jeter de l'opprobre aux élus provinciaux. Nous sommes réellement en train de travailler, et les Kinois constatent que ce soit sur terrain, il n'y a que les députés provinciaux qui ont gardé cette proximité avec eux. Il n'y a que les députés provinciaux qui sont en train de faire le travail pour lequel nous avons été élus. Et je crois que cette manière de faire, c'est des marques quand même à d'autres élus. Et voilà pourquoi nous sollicitons encore cette confiance de la part des Kinois qui continuent à nous soutenir. Nous allons justement leur présenter un bilan à la fin de notre législature. Je profite aussi en tant que leader kinois pour demander à mes électeurs
demander aux Quinoises et Quinois de soutenir le président de la République. Tous nous devons être rangés derrière lui pour l'accompagner, parce que le plus important, c'est que le président puisse mettre à exécution toutes les promesses qu'il a faites à notre population. Et pour le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de facilité, je crois qu'il a besoin de notre accompagnement, il a besoin de notre soutien. Et ce n'est que par ça que le président sera non seulement motivé, mais aussi il sera à tout moment rappelé ou remis au pas par rapport à ces différentes promesses. Donc voilà ce que je pouvais dire. Et je profite aussi pour féliciter tous les élus qui étaient sur terrain, qui ont gardé cette proximité, qui ont recueilli justement les difficultés des électeurs et ils les ont ramenés justement au sein de notre hémicycle pour que l'exécutif à son tour vienne au chevet de ces Quinoises et Quinois qui sont vraiment en difficulté. Nous avons été pendant les vacances, on a constaté que notre peuple est dans une situation qui laisse à désirer et il n'y a que l'exécutif qui peut apporter des solutions. Et voilà pourquoi nous sommes là, être derrière l'exécutif en train de les secouer pour que celui-ci apporte des solutions et donne aux problèmes des Quinois. Vraiment, à vous, je vous dis merci pour cette invitation et je crois que ce ne sera pas la dernière fois. Justement. Et chaque fois que vous m'inviterez sur votre plateau, je ferai acte de présence. Tout dépendra aussi de mon agenda. Je n'ai pas un agenda sur mesure. Merci compte beaucoup. tenu de nos charges. Mais je serai là pour apporter quand même une certaine précision par rapport aux problèmes que les Quinois traversent, pour dire aux Quinois que nous ne les avons pas abandonnés, nous sommes avec eux, nous continuons à les porter dans notre cœur et à la fin de notre mandat, nous aurons un bilan à présenter collectivement par rapport à l'Assemblée provinciale, mais aussi individuellement par rapport à chaque député, parce que nous serons comptables vis-à-vis justement de ces électeurs qui nous ont donné leur suffrage sous la pluie pour que nous soyons députés aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ce ne sont pas des paroles vaines. L'honorable est justement disponible. Nous en connaissons quelque chose. Je pense que si l'actualité ne nous bouscule pas, nous reviendrons peut-être à la fin de cette session pour évaluer ce qu'ils auront fait comme travail durant cette session qui est essentiellement budgétaire. Nous sommes très contents de vous avoir tenu compagnie pendant ces près de 30 minutes, une demi-heure. Donc, restez scotchés sur Code 243, aimez, likez, partagez et lisez aussi sur notre média de lecture en ligne. Pour nous vous disons prochainement, c'était le factotum de la République, Arnold Cazette qui vous l'a présenté. Je vous remercie, à la prochaine.